Élodie quittait l'hôtel particulier pour la dernière fois. Sa mère était morte, plus aucune raison de rester. Antoine courut après elle sous la pluie et posa la question qu'il n'aurait jamais dû poser. « Pourquoi es-tu resté si longtemps ?» Et elle, les larmes se mêlant à la pluie, répondit quelque chose qui brisa 3 siècles de silence. « Parce que je t'attendais. 3 siècles. Je t'ai attendu. » C'est l'histoire de la façon dont une simple question a révélé une promesse faite en 1725. L'histoire d'un soldat exécuté et d'une vice-reine morte en couches qui sont revenus, et de la façon dont, même séparés par 3 siècles, certaines âmes se reconnaissent au premier regard. Si vous avez déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer, restez, parce que ce que vous allez entendre va vous faire remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la coïncidence. 3 ans avant cette pluie, Élodie Morel avait 32 ans et rien d'autre qu'une mère mourant d'un cancer. Pas d'argent pour les traitements, pas de famille pour l'aider. Seulement une mère qui avait 6 mois à vivre et des factures médicales qu'Élodie n'arriverait jamais à payer en travaillant comme femme de ménage. Élodie avait travaillé dans 12 maisons différentes au cours des 8 dernières années. Toujours la même routine. Elle arrivait, nettoyait, partait. Personne ne la voyait. Personne ne posait de questions. Elle était invisible, comme la plupart des femmes de ménage à Paris. Mais alors, en avril 2022, l'agence d'intérim l'appela avec une proposition différente. Un hôtel particulier dans le Marais, le quartier le plus cher de Paris. Un salaire 3 fois supérieur à la normale. Le patron était PDG d'un groupe hôtelier, 15 hôtels en France et dans les Caraïbes. Un homme occupé, divorcé 2 fois, vivant seul. Il avait besoin de quelqu'un pour que la maison tourne rondement. Élodie accepta, pas parce que le salaire était bon, mais parce qu'elle avait besoin de n'importe quoi qui paierait les factures d'hôpital de sa mère. Le premier jour, elle arriva à 7 heures du matin. L'hôtel particulier était immense, 3 étages, 8 chambres, piscine, jardin, tout en verre et en marbre, froid, moderne, sans âme. Antoine Leclerc était dans le salon quand Élodie entra. Il avait 38 ans, grand, cheveux foncés, yeux marrons profonds, costume noir impeccable, visage sérieux, voix ferme. Le genre d'homme qui dirige des salles de réunion sans élever la voix. Il regarda Élodie pendant exactement 3 secondes, acquiesça et dit simplement « L'agence a déjà expliqué vos responsabilités. Je travaille à la maison 3 jours par semaine. Les autres, je suis en déplacement. Je n'ai pas besoin de bavardage. J'ai juste besoin que la maison soit propre et que mon café soit prêt à 6h30 du matin. » Élodie dit « Entendu, monsieur. » Et Antoine sortit. Mais quelque chose s'était passé pendant ces 3 secondes. Quelque chose qu'Élodie ne pouvait pas expliquer. Quelque chose qui avait fait accélérer son cœur d'une manière qui ne s'était pas accélérée depuis des années, peut-être jamais. Quand elle plongea son regard dans le sien, elle ne vit pas un étranger. Elle vit quelqu'un qu'elle connaissait, profondément, imposiblement. Et plus que cela, elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, comme si une partie d'elle qui attendait depuis longtemps était finalement rentrée à la maison. Élodie secoua la tête. Elle pensa qu'elle était ridicule. Ce n'était que de la fatigue, du stress, sa mère malade, un manque de sommeil, ça ne pouvait pas être autre chose. Mais le soir, quand elle retourna dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère à Belleville, elle n'arriva pas à dormir parce qu'elle rêva. Elle rêva d'un jardin qu'elle n'avait jamais vu, d'un homme en uniforme militaire ancien, d'elle-même portant une robe blanche coloniale, de mots murmurés en vieux français, d'une promesse « Je te chercherai dans chaque vie. Attends-moi, je t'attendrai. Toujours. » Élodie se réveilla à 3 heures du matin en sueur et avec le cœur battant comme si elle avait couru 10 kilomètres. Et le plus effrayant, ce n'était pas le rêve. C'était qu'Élodie avait déjà fait ce rêve auparavant, des centaines de fois depuis qu'elle était enfant, mais elle n'avait jamais vu le visage de l'homme, jusqu'à maintenant. Jusqu'à Antoine Leclerc. Pendant les 3 premiers mois où elle travailla dans l'hôtel particulier,
Élodie garda ses distances. Elle faisait son travail, nettoyait, cuisinait, disparaissait avant qu'Antoine ne rentre à la maison. Évitait le contact visuel, évitait toute conversation, parce que chaque fois qu'elle le regardait, elle ressentait la même chose, une reconnaissance, comme si elle connaissait chaque ligne de son visage, comme si elle avait déjà touché ses mains, comme si elle avait déjà entendu cette voix dire « Je t'aime ». Mais c'était impossible. Élodie n'avait jamais vu cet homme auparavant dans sa vie. Où l'avait-elle vu? Antoine, de son côté, ne semblait pas remarquer Élodie. Il la traitait comme il traitait tous les employés, poli, distant, indifférent. Il avait des choses plus importantes à faire, des hôtels à gérer, des réunions auxquelles assister, des ex-femmes à éviter. Mais alors, en juillet, quelque chose changea. Élodie nettoyait la bibliothèque au 2e étage. C'était un vendredi. Antoine était censé être en déplacement, mais il était revenu plus tôt à cause d'une réunion annulée. Il entra dans la bibliothèque sans prévenir. Élodie était en haut d'une échelle, nettoyant les étagères hautes. « Bonjour », dit Antoine, distrait, cherchant un livre. Élodie se retourna trop vite, perdit l'équilibre. L'échelle vacilla. Antoine courut, retint l'échelle, retint Élodie. Pendant 3 secondes, ses mains étaient sur ses bras, peau contre peau. Et alors, cela arriva. Antoine sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti de sa vie. Un frisson qui commença dans ses mains et parcourut tout son corps. Pas un frisson de froid, un frisson de reconnaissance, comme si son corps savait quelque chose que son esprit ne comprenait pas. Il regarda Élodie, elle le regarda. Et pendant un moment impossible, Antoine eut la certitude absolue qu'il connaissait cette femme. Pas depuis 3 mois de travail, mais depuis beaucoup plus longtemps. Élodie descendit de l'échelle avec les mains tremblantes. « Désolé, monsieur, dit-elle, voix basse. Antoine lâcha ses bras, fit un pas en arrière, dit « Faites plus attention » et sortit de la bibliothèque. Mais le soir, seul dans sa chambre, Antoine ne pouvait pas arrêter de penser à ce contact, à ce frisson, à ce sentiment impossible qu'il avait déjà tenu cette femme auparavant. Il se dit qu'il était ridicule, qu'il travaillait trop, qu'il dormait peu, qu'il était stressé. Mais alors, il rêva d'un jardin colonial, d'une femme en robe blanche, de lui-même portant un uniforme de soldat espagnol, d'une promesse murmurée sous les étoiles. « Je te chercherai dans chaque vie ». Antoine se réveilla à 4 heures du matin avec le cœur battant à tout rompre. Et pour la première fois en 38 ans, il pleura sans savoir pourquoi. Avez-vous déjà touché quelqu'un et eu l'impression d'avoir déjà touché cette personne 1000 fois auparavant? Avez-vous déjà plongé votre regard dans les yeux d'un étranger et eu la certitude que ce n'était pas un étranger? Si oui, vous savez ce qu'Antoine et Élodie ressentaient. Sinon, continuez d'écouter. Parce que ce qui va suivre va vous faire croire à l'impossible. Après ce vendredi, quelque chose changea entre Antoine et Élodie. Il ne parlait pas, mais il commença à l'observer. Sa façon de se mouvoir, sa façon de parler, sa façon de sourire quand elle pensait que personne ne la regardait. Et plus Antoine l'observait, plus il avait l'impression de connaître Élodie. Pas à travers des souvenirs de cette vie, mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose que sa raison ne parvenait pas à saisir. Élodie, de son côté, commençait à éviter Antoine encore plus. Parce qu'à chaque fois qu'il entrait dans une pièce, elle avait l'impression que 3 siècles d'attente étaient sur le point de prendre fin. Et cela l'effrayait plus que tout. 2 mois après l'incident de la bibliothèque, en septembre, la santé de la mère d'Élodie s'est détériorée. Le cancer s'était étendu. Les médecins lui donnaient 3 semaines, peut-être 1 mois, au maximum. Élodie avait besoin d'argent, plus d'argent, pour les soins palliatifs, pour que sa mère meure sans souffrance. Elle aurait pu demander une augmentation à Antoine, il l'aurait accordée, mais Élodie ne l'a pas fait, parce qu'il ne s'agissait pas d'argent. Cela n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait d'être près de lui, même s'il ne devait jamais savoir pourquoi. Élodie travaillait 12 heures à l'hôtel particulier, puis allait directement à l'hôpital.
Elle restait avec sa mère jusqu'à minuit, rentrait chez elle, dormait 3 heures et recommençait. Elle a perdu 10 kilos en un mois. Ses cernes se sont creusées. Ses mains tremblaient d'épuisement. Antoine l'a remarqué. « Vous allez bien ?» demanda-t-il un matin quand Élodie lui apporta son café. Élodie répondit « Oui, monsieur, juste un peu fatigué. » Antoine n'insista pas. Mais ce soir-là, il augmenta son salaire de 50%, sans demander, sans expliquer. Quand Élodie vit le virement sur son compte, elle pleura, parce qu'elle comprenait quelque chose qu'elle ne voulait pas comprendre. Antoine prenait soin d'elle, même sans savoir pourquoi, même sans comprendre, tout comme elle prenait soin de lui, en préparant son café exactement comme il l'aimait, en laissant la maison exactement comme il en avait besoin, en restant quand elle aurait pu partir 1000 fois. En octobre, 3 ans après qu'Élodie ait commencé à travailler, sa mère est décédée, à 6 heures du matin, un mardi. Élodie lui tenait la main. Sa mère ouvrit les yeux une dernière fois et dit quelque chose qu'Élodie n'oublierait jamais. « Tu l'as trouvé, ma fille, celui dont tu as toujours rêvé. Maintenant, tu peux te reposer. » Et elle mourut. Élodie resta à l'hôpital jusqu'à midi, organisa les funérailles, régla les factures, puis elle se rendit à l'hôtel particulier, parce qu'elle n'avait plus nulle part où aller. Antoine était chez lui, travaillait dans son bureau. Il vit Élodie entrer, vit son visage, ses yeux rouges, la façon dont elle se déplaçait comme si elle était en pilotage automatique. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Et pour la première fois en 3 ans, il y avait une inquiétude véritable dans sa voix. « Ma mère est décédée ce matin », dit Élodie, la voix sans émotion. Antoine resta silencieux pendant 3 secondes, puis dit « Je suis désolé, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Élodie secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de temps, j'ai besoin de travailler. » Elle monta nettoyer les chambres. Antoine resta dans son bureau, mais il n'arrivait pas à se concentrer, parce que quelque chose en lui criait d'aller la rejoindre, de la serrer dans ses bras, de lui dire que tout irait bien, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. À 7 heures du soir, Élodie termina son travail, prit son sac et partit. Antoine entendit la porte se fermer et sentit comme si une partie de lui venait de partir. 2 jours plus tard, Élodie revint, travailla normalement, ne parla pas de sa mère, ne pleura pas, fit simplement son travail, mais quelque chose avait changé. Élodie était plus silencieuse, plus distante, comme si la seule raison de rester avait disparu. Une semaine après les funérailles, un vendredi, Élodie nettoyait la cuisine quand Antoine entra. Il hésita, puis dit « Élodie, je dois vous demander quelque chose. » Elle se retourna. « Oui, monsieur. Pourquoi êtes-vous encore là ?» Élodie cligna des yeux. « Je ne comprends pas. » Antoine fit un pas en avant. « Vous travaillez ici depuis 3 ans. Je n'ai jamais été un employeur facile. Je paie bien, mais il y a des dizaines de meilleurs emplois dans la ville. Des maisons avec des familles, avec des enfants, des endroits plus vivants. Pourquoi êtes-vous resté ?» Élodie ouvrit la bouche, la referma, baissa les yeux. « J'avais besoin d'argent, pour ma mère. » Antoine secoua la tête. « J'ai augmenté votre salaire 7 fois en 3 ans. Vous n'avez jamais demandé, jamais accepté sans questionner, jamais utilisé cela comme raison de rester. Alors pourquoi, Élodie? Pourquoi êtes-vous vraiment resté ?» Et Élodie sentit quelque chose se briser en elle. 3 ans de silence, 3 ans à faire semblant de ne rien ressentir, 3 ans d'attente, 3 siècles d'attente. Elle regarda Antoine, des larmes commencèrent à couler, parce que quand je vous ai regardé pour la première fois, j'ai eu l'impression de rentrer à la maison après 3 siècles d'errance. Antoine se figea. Élodie continua, la voix brisée. « Je sais que ça paraît fou, je sais que vous allez penser que je suis folle, mais depuis que je suis enfant, je rêve d'un jardin, d'un homme en uniforme militaire ancien, d'une promesse. Je te chercherai dans chaque vie. Attends-moi, je t'attendrai toujours, et je n'ai jamais vu le visage de cet homme, jusqu'au jour où je vous ai rencontré. » Antoine ne parvenait plus à respirer. Élodie essuya ses larmes. « Excusez-moi, je n'aurais rien dû dire. Je m'en vais. »
Elle prit son sac et sortit par la porte de la cuisine. Antoine resta immobile pendant 5 secondes, exactement. Puis quelque chose en lui se brisa. Il courut après elle. Élodie marchait rapidement dans le jardin. Il commençait à pleuvoir. Une pluie forte, soudaine. Antoine la rattrapa près du portail, lui attrapa le bras. « Attendez !» Élodie se retourna. La pluie se mêlait aux larmes sur son visage. Et Antoine posa la question qui allait tout changer. « Pourquoi êtes-vous vraiment restée, Élodie ?» Et elle, avec 3 siècles d'attente se brisant dans sa voix, répondit « Parce que je t'attendais. Je t'ai attendu. Je t'ai attendu pendant 3 siècles. » Le monde s'arrêta. Antoine lâcha son bras, fit un pas en arrière, regarda Élodie comme s'il voyait un fantôme, parce que ces mots « Je t'ai attendu pendant 3 siècles », il les avait déjà entendus, pas dans cette vie, mais dans des rêves, dans des cauchemars, dans des souvenirs qui ne devraient pas exister. Élodie se retourna et commença à courir, courut hors de l'hôtel particulier, dans la rue, sous la pluie, et Antoine resta immobile dans le jardin, mouillé, en état de choc, le cœur battant comme s'il se réveillait d'un sommeil de 3 siècles, parce que d'une manière ou d'une autre, impossible, insensé, complètement illogique, il l'a cru. Antoine passa tout le week-end à essayer de se convaincre qu'il était fou, qu'Élodie était folle, que tout cela était une coïncidence, du stress, de l'imagination. Il ne pouvait pas croire à la réincarnation. Il était un homme d'affaires, rationnel, logique. Il ne croyait pas aux âmes sœurs. Il ne croyait pas au destin. Il ne croyait à rien qui ne pouvait être mesuré, calculé, prouvé. Mais alors pourquoi, quand Élodie a dit « 3 siècles », quelque chose en lui a crié « oui ». Pourquoi, quand elle est partie en courant, toutes les fibres de son être ont crié de la poursuivre? Pourquoi, toutes les nuits depuis son départ, il rêvait de 1725. Le lundi, Élodie ne s'est pas présentée au travail. Antoine a attendu jusqu'à 8 heures du matin, puis il a appelé son numéro. Ça a basculé sur sa messagerie vocale. Il a appelé l'agence d'intérim. Il a demandé s'ils avaient des nouvelles d'Élodie. La réceptionniste a dit « Elle a démissionné vendredi. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas. » Antoine a raccroché. Et pour la première fois en 20 ans, il ne savait pas quoi faire. Élodie avait disparu, comme dans ses rêves, comme en 1725. Et Antoine a senti comme si l'histoire se répétait, comme s'il l'avait perdue une fois de plus. Qu'auriez-vous fait si quelqu'un vous disait qu'il vous a attendu pendant 3 siècles? Y croiriez-vous? Ou fuiriez-vous? Antoine a choisi la 3e option. Il est parti à sa recherche, le mardi. Antoine a engagé un détective privé. Il lui a donné le nom complet d'Élodie, l'adresse qu'elle avait fournie sur sa fiche d'emploi. Et il a demandé « Retrouvez-la ». Le détective a mis 2 jours. Le jeudi, il a appelé. Je l'ai trouvée. Elle vit dans une chambre louée à Belleville. Elle travaille dans une laverie. Voulez-vous l'adresse? Antoine a noté. Il a remercié. Il a raccroché. Et ensuite, il est resté à regarder le papier avec l'adresse pendant 1 heure entière, parce qu'il ne savait pas quoi faire avec ça. Il ne savait pas quoi dire s'il la retrouvait. Il ne savait pas comment expliquer que depuis son départ, il n'arrivait pas à dormir sans rêver d'elle, vêtue d'une robe blanche d'époque, sans se réveiller avec son nom sur les lèvres, sans ressentir comme si une partie de lui avait été arrachée. Le vendredi, Antoine s'est finalement décidé à y aller. Belleville, un des quartiers les plus populaires de Paris, des millions d'habitants, des rues étroites, des immeubles entassés, l'opposé complet du Marais. Antoine a garé sa voiture devant l'adresse. Un immeuble de 3 étages, peinture écaillée, fenêtres brisées. Il est monté au 2e étage. Il a frappé à la porte du numéro 12. Personne n'a répondu. Antoine a attendu. Il a frappé de nouveau. La porte d'à côté s'est ouverte. Une dame âgée l'a regardé avec méfiance. « Si vous cherchez la jeune femme qui vit ici, elle travaille jusqu'à 21 heures. Laverie à 2 pas d'ici. » Antoine a remercié. Il est descendu les escaliers, a marché 2 rues, a trouvé la laverie et à travers la vitrine, il a vu Élodie
Elle était en train de plier du linge, cheveux attachés, visage fatigué, uniforme simple, se déplaçant mécaniquement, comme si elle était en pilote automatique. Antoine est resté debout dehors pendant 10 minutes, juste à la regarder, et puis il a réalisé quelque chose qui l'a brisé complètement. Élodie était en train de pleurer, silencieusement, pendant qu'elle pliait le linge, des larmes tombant sur le tissu, comme si elle avait perdu quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Antoine a poussé la porte. La cloche a sonné. Élodie a levé les yeux. Elle l'a vu. Elle s'est figée. Pendant 3 secondes, aucun des deux n'a bougé, aucun des deux n'a respiré. Alors Élodie a dit, d'une voix brisée, « Vous ne devriez pas être ici. » Antoine a fait un pas en avant. « Je sais. Pourquoi êtes-vous venu ? Parce que je n'arrive pas à arrêter de rêver de vous. » Élodie a fermé les yeux. Les larmes coulaient plus vite. Antoine a continué. « Parce que chaque nuit, je rêve de 1725, d'un jardin, d'un uniforme de soldat, de vous en robe blanche, d'une promesse que j'ai faite et que je n'ai pas pu tenir. » Élodie a ouvert les yeux, l'a regardé avec un mélange d'espoir et de peur. Et Antoine a dit les mots qui ont tout changé. « Je crois que vous avez raison. Je crois que nous nous connaissons déjà. Depuis très, très longtemps. » L'air a quitté les poumons d'Élodie. Elle s'est agrippée à la table pour ne pas tomber. Antoine s'est approché, a pris sa main. Et pour la 2e fois, il a senti ce frisson de reconnaissance, comme si chaque cellule de son corps savait que cette main avait déjà été tenue 1000 fois auparavant. « Montrez-moi, dit-il. Montrez-moi ce que vous voyez dans vos rêves. » Élodie a tremblé. « Vous êtes sûr ? Non. Mais j'ai besoin de savoir. » Élodie a acquiescé, a lâché sa main, est allée jusqu'au petit casier au fond de la laverie, a ouvert le cadenas, a sorti un vieux sac à dos. Elle est revenue, a ouvert le sac à dos et a sorti quelque chose enveloppé dans un tissu blanc. Quand elle l'a déroulé, Antoine a vu un médaillon ancien, très ancien, argent noirci, chaîne fine, et au centre, gravé, 2 lettres entrelacées, DN. Et de l'autre côté, EM. Antoine a pris le médaillon avec des mains tremblantes, l'a retourné. Au verso, il y avait une date, 1725. Le monde a commencé à tourner. Élodie a dit, d'une voix basse, « Ce médaillon appartient à ma famille depuis des générations. Personne ne sait d'où il vient. Mon arrière-grand-mère disait qu'il était transmis de mère en fille depuis le XVIIIe siècle, qu'il avait appartenu à une femme appelée Élodie, Élodie de Montaigne, fille d'un noble. » Antoine n'arrivait pas à quitter le médaillon des yeux. Élodie a continué. « Quand j'avais 10 ans, ma mère me l'a donné et m'a raconté l'histoire. Élodie de Montaigne est tombée amoureuse d'un soldat, Daniel Nouvelet. Son père l'a condamnée à mort. Elle est morte en couche 3 mois plus tard. Et avant qu'il ne soit exécuté, elle lui a donné le médaillon, avec une promesse gravée à l'intérieur. » Antoine a ouvert le médaillon. À l'intérieur, en lettres minuscules, était écrit en vieux français « Je te chercherai dans chaque vie. Je t'attendrai toujours. » Les jambes d'Antoine ont flanché. Il s'est assis sur la chaise la plus proche, serrant le médaillon, lisant et relisant les mots. « Je te chercherai dans chaque vie. Je t'attendrai toujours. Daniel Nouvelet, DN, Antoine Nouvelet, Élodie de Montaigne, EM, Élodie. » Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Les noms, le médaillon, les rêves, la date, 1725, tout s'emboîtait d'une façon qui défiait toute logique. Antoine a levé les yeux vers Élodie et a posé la seule question qui importait. « Vous croyez qu'on est eux, qu'on est revenu ?» Élodie s'est agenouillée devant lui, a pris ses mains entre les siennes. « Je ne crois pas, je sais. Depuis le premier jour où je vous ai vu, je l'ai su. Mon âme a reconnu la vôtre, et j'ai attendu 3 ans que vous vous réveilliez aussi. » Antoine sentait des larmes couler sur son visage. Des larmes qui ne coulaient plus depuis des décennies. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous être les mêmes? Je ne sais pas, mais regardez ça. Regardez le médaillon, les noms, les rêves que nous avons tous les deux. Le fait que, quand je vous touche, j'ai l'impression
de vous avoir touché 1000 fois auparavant. Comment expliquez-vous ça sans accepter l'impossible? Antoine n'avait pas de réponse. Parce qu'il n'y avait pas de réponse logique, il n'y avait pas d'explication rationnelle, seulement la vérité impossible. Ils s'étaient rencontrés avant, en 1725. Ils s'étaient aimés, ils avaient fait une promesse. Et 3 siècles plus tard, la promesse les avait ramenés. Certaines personnes vont faire une pause ici, vont avoir besoin d'un moment pour assimiler l'impossible, et c'est tout à fait normal. Parce que ce qui vient ensuite ne consiste pas seulement à croire, il s'agit de voir, de revivre, de comprendre que certaines connexions sont si profondes, que même la mort ne peut les effacer. Le lendemain matin, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire. Il appela une hypnothérapeute, Dre Camille Dubois, 55 ans, spécialiste en régression dans les vies antérieures. 1000 patients au cours de 20 ans. Elle avait déjà tout vu, ou pensait avoir tout vu. Antoine expliqua la situation au téléphone. Les rêves, le médaillon, les noms. Élodie, Dre Dubois, écouta en silence, puis dit « Je peux vous recevoir aujourd'hui à 15 heures, mais je dois être honnête. 90% des cas que je vois sont de l'autosuggestion. Des personnes qui veulent tellement croire aux vies antérieures qu'elles créent de faux souvenirs. Si c'est ce que vous recherchez, je ne suis pas la bonne personne. » Antoine répondit « Je ne veux croire en rien. Je veux savoir la vérité. Alors venez, nous allons découvrir ensemble. » À 15 heures, Antoine entra dans le cabinet du docteur Dubois, un bureau petit, simple, des livres sur l'hypnose et la régression sur les murs, un fauteuil inclinable au centre. La docteure était une femme petite, cheveux grisonnants, yeux perçants. Elle le salua avec une poignée de main ferme. « Avant de commencer, je dois vous faire comprendre une chose. L'hypnose de régression ne prouve pas la réincarnation. Elle peut révéler des souvenirs refoulés. Elle peut accéder au subconscient. Mais je ne peux pas garantir que ce que vous verrez sera réel ou de l'imagination. Comprenez-vous » Antoine acquiesça. « Je comprends. Alors commençons. » Antoine s'allongea sur le fauteuil. Dre Dubois commença à parler. Voix calme, cadencée, instructions pour se détendre, pour fermer les yeux, pour respirer profondément. En 10 minutes, Antoine était en transe. La docteure commença les questions. « Voyez-vous quelque chose ?»« Oui, dit Antoine, voix distante. « Que voyez-vous ? Un jardin à la française, pierres, fleurs, nuit. Il y a des bougies allumées dans des lanternes anciennes. Où êtes-vous ? Je suis debout, portant un uniforme, militaire, français, 18e siècle. Et que faites-vous ? J'attends Élodie. Qui est Élodie ? Elle arrive. Elle est là, robe blanche, longue, cheveux lâchés. Elle pleure. Et pourquoi pleure-t-elle ? Parce que demain, je meurs. La voix d'Antoine se brisa. Dre Dubois se pencha en avant. Continuez. Que se passe-t-il maintenant ? Elle est dans mes bras. Nous sommes dans le jardin. C'est la dernière fois que nous allons nous voir. Ils vont m'exécuter à l'aube, peloton d'exécution, parce que nous nous aimons, parce que je suis soldat et elle est la fille du gouverneur, parce que nous avons franchi des lignes que nous n'aurions pas dû franchir. Que lui dites-vous ? Je promets, je dis que je vais la chercher, dans chaque vie, peu importe combien de temps cela prendra, peu importe combien de vies je devrais vivre, je vais la retrouver. Et que dit-elle ? Qu'elle va attendre, qu'elle va me reconnaître, que peu importe combien de siècles passeront, elle saura quand je reviendrai. Dre Dubois posa la question suivante avec prudence. Faites-vous quelque chose pour marquer cette promesse ? Oui, elle a un petit couteau. Nous faisons des cicatrices. Sur l'épaule gauche, forme de croissant de lune. Sang mélangé, âmes unies, pour toujours. Et après, elle me donne un médaillon, argent, avec nos initiales, AD et EG, Antoine Dubois, Élodie Garnier, et la promesse gravée à l'intérieur, « Je te chercherai dans chaque vie, je t'attendrai toujours. » La voix d'Antoine tremblait maintenant, des larmes coulant sur son visage alors qu'il était encore en transe.
Que se passe-t-il maintenant? Demanda la docteure. L'aube est arrivée, des soldats m'ont emmené. Élodie a crié, a essayé de courir après. Son père l'a retenue. J'ai regardé en arrière une dernière fois et j'ai promis avec mes yeux ce que je ne pouvais pas dire avec des mots. Je reviens pour toi. Et après, peloton d'exécution, douleur, ténèbres. Et puis rien. Antoine sanglota, tout le corps tremblant. Dreux Dubois attendit quelques secondes, puis demanda « Y a-t-il autre chose que vous devez voir ?» Et Antoine dit quelque chose qui fit geler la docteure. Élodie. 3 mois plus tard, accouchement. Le bébé est mort. Elle est morte. Seule. Appelez mon nom. Antoine. Antoine. Mais je n'étais pas là pour la sauver. Je vais vous ramener maintenant, dit Dreux Dubois, voix ferme. Je vais compter de 5 jusqu'à 1. Quand j'arriverai à 1, vous vous réveillerez. 5, 4, 3, 2, 1. Antoine ouvrit les yeux, s'assit et éclata en sanglots incontrôlables. Dreux Dubois l'observa en silence. Elle avait fait 1000 séances de régression en 20 ans, mais elle n'avait jamais rien vu de tel. Si détaillé, si viscéral, si réel. Après 5 minutes, Antoine réussit à parler. C'était réel. J'ai vu, j'ai senti. Ce n'était pas de l'imagination, c'était un souvenir. La docteure acquiesça lentement. Le niveau de détail que vous avez fourni, les émotions, la cohérence du récit, c'est inhabituel, très inhabituel. Antoine essuya ses larmes, la regarda. Croyez-vous à la réincarnation? La docteure hésita, puis dit, honnêtement, je ne sais pas, mais je crois en ce que j'ai vu ici aujourd'hui. Et ce que j'ai vu était un homme revivant quelque chose de trop profond pour n'être que de l'imagination. Antoine se leva. J'ai besoin que vous fassiez une séance avec Élodie. La femme que vous avez mentionnée? Oui, si elle voit la même chose, les mêmes détails, les mêmes souvenirs, alors ça ne peut pas être une coïncidence. Dreux Dubois acquiesça. Amenez-la, nous allons découvrir. 2 jours plus tard, Élodie était assise sur le même fauteuil. Antoine avait tout expliqué, sa session, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti, et demanda à Élodie de faire de même. Élodie accepta, non pas parce qu'elle doutait, mais parce qu'elle avait besoin de voir aussi. Elle avait besoin de confirmer qu'elle n'était pas folle. Dreux Dubois la mit en transe de la même manière. Voix calme, respiration profonde, relaxation. Et puis elle posa la question. « Voyez-vous quelque chose ?»« Oui, » dit Élodie, voix distante. « Que voyez-vous ?»« Un jardin, nuit, bougies, vieilles pierres, c'est magnifique, mais triste. Où êtes-vous ?»« Je cours, robe blanche, pièces nues. J'ai besoin d'arriver avant qu'il ne soit trop tard. » Avant qu'il ne soit trop tard, pourquoi? Avant qu'il ne l'emmène? Avant l'aube? Qui est-il? Antoine, mon amour, mon soldat, l'homme que je vais perdre demain. Dreux Dubois regarda Antoine. Il était assis sur la chaise à côté, les larmes coulant déjà. « Continuez, dit la docteure. Que se passe-t-il? Je suis dans ses bras, pour la dernière fois. Il promet, dit qu'il va me retrouver, dans chaque vie. Peu importe combien de temps cela prendra. Et vous, que dites-vous? Que je vais attendre, que je vais le reconnaître. Toujours, faites-vous quelque chose pour marquer cette promesse? Oui, un couteau, cicatrice, épaule gauche, croissant de lune, sang mélangé, âme unie pour toujours. Dreux Dubois notait tout. Chaque détail était identique à ce qu'Antoine avait décrit. Que se passe-t-il d'autre? Je lui donne le médaillon, argent, avec nos initiales, AD et EG, Antoine Navarro, Élodie de Mendoza, et la promesse gravée à jamais, je te chercherai dans chaque vie. Attends-moi, je t'attendrai toujours. Élodie se mit à pleurer, encore en transe, mais pleurant comme si elle revivait la douleur d'il y a 3 siècles, une douleur insupportable. « Que se passe-t-il maintenant, Élodie ?» demanda doucement la docteure. « L'aube, il l'emmène, j'essaie de courir après. Mon père me retient. Antoine se retourne et promet avec ses yeux, promet qu'il reviendra. » Une promesse déchirante. Et ensuite,
Le peloton d'exécution, j'entends les tirs, je tombe à genoux, je crie, mais il est déjà parti, une perte irréparable. La voix d'Élodie se brisa complètement, un chagrin immense. « Y a-t-il autre chose que vous devez voir ?» demanda Ladré Reyes. Une question pleine de compassion. Et Élodie dit, d'une voix presque inaudible, « 3 mois plus tard, je suis en travail, le bébé, notre bébé, mais quelque chose ne va pas. Trop de douleur, trop de sang. Le bébé est mort. Je suis en train de mourir. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est « Antoine, je t'ai attendu, mais tu n'es pas revenu. » Élodie sanglota, un désespoir profond. Antoine ne put le supporter. Il se leva, s'agenouilla à côté du fauteuil, lui prit la main. « Je suis revenu, » murmura-t-il. « Élodie, je suis revenu. 3 siècles plus tard. Mais je suis revenu. » Une promesse enfin tenue. Ladré Reyes ramena Élodie de sa transe. Un retour lent et délicat. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit Antoine agenouillé à côté d'elle, tenant sa main, pleurant. Une connexion profonde. Et Élodie comprit. Il avait tout vu aussi. Les mêmes détails, la même histoire, la même promesse. Une vérité rêvée. Ladré Reyes se rassit, resta silencieuse pendant 1 minute entière, puis dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit en 20 ans de carrière. Un moment grave. Je ne sais pas comment expliquer ce dont je viens d'être témoin. 2 patients, sans communication préalable sur les détails, voyant le même souvenir, les mêmes événements, les mêmes mots, les mêmes émotions. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est autre chose, une expérience inexplicable. Antoine regarda Élodie, Élodie le regarda, un regard intense, et pour la première fois en 3 siècles, le doute disparut. Un soulagement immense. Ils étaient, Antoine et Élodie, séparés par l'exécution et la mort en couche. Et maintenant, ils s'étaient retrouvés, le destin en marche. Si vous n'avez pas encore senti des frissons, commentez frissons. Parce que ce qui va suivre va vous montrer que certaines promesses ne meurent jamais, ni même avec la mort. L'amour éternel. Après les séances d'hypnose, Antoine et Élodie devinrent inséparables, pas comme patrons et femmes de ménage, pas comme des étrangers, mais comme des âmes qui s'étaient enfin retrouvées, une relation sacrée. Antoine ramena Élodie à l'hôtel particulier, pas pour travailler, mais pour y vivre, dans la chambre d'amis, avec tout le respect, avec tous les égards, une délicatesse infinie, parce qu'il savait qu'il devait faire différemment cette fois. En 1725, il avait été lâche, avait caché leur amour, avait permis que la classe sociale les sépare, une erreur qu'il ne referait pas. Dans cette vie, il ne répéterait pas l'erreur, une détermination nouvelle. Dans les jours suivants, ils parlèrent, des heures et des heures, partageant des rêves qu'ils avaient eus depuis l'enfance, des détails qui ne faisaient sens que maintenant, des confidences intimes. Élodie raconta qu'elle avait toujours eu peur de l'aube, n'avait jamais su pourquoi, mais maintenant elle comprenait, parce que c'était à l'aube qu'Antoine était mort. Une révélation douloureuse. Antoine raconta qu'il avait toujours eu des cauchemars avec des accouchements, avec du sang, avec une perte, n'avait jamais fait sens parce qu'il était un homme. Mais maintenant il comprenait, parce que c'était ainsi qu'Élodie était morte, seule, l'appelant. Une connexion inexplicable. Ils partagèrent les cicatrices. Antoine montra la sienne en premier. Épaule gauche, forme de croissant de lune. Il avait toujours pensé que c'était une tache de naissance, une marque de naissance. Élodie montra la sienne, exactement au même endroit, exactement la même forme. Un miracle. Ce n'étaient pas des marques de naissance. C'étaient les marques d'une promesse faite il y a 3 siècles. Un pacte éternel, mais malgré toute la certitude, malgré toutes les preuves, il y avait encore de la résistance, une lutte intérieure, pas de Élodie. Elle avait toujours su, toujours accepté, une foi inébranlable. La résistance venait d'Antoine, parce qu'une partie de lui luttait encore contre l'impossible, tentait encore de trouver une explication logique, avait encore peur de ce que signifierait accepter complètement,
une crainte profonde, parce que s'il acceptait, s'il croyait vraiment, alors il devrait affronter quelque chose de terrifiant, la possibilité de la perdre à nouveau, une perspective horrible. En 1725, il s'était aimé et avait été séparé par la mort. Qu'est-ce qui empêcherait l'histoire de se répéter? Une question hantante. Élodie vit la peur dans ses yeux. Et une nuit, couchée sur les côtés opposés de la pièce, elle demanda « Tu as peur, n'est-ce pas ?» Antoine ne nia pas. « Je suis terrifié. » Une honnêteté brute. « De quoi? Que l'histoire se répète? Que quelque chose te retire de moi encore une fois ?» Une peur légitime. Élodie se leva, traversa la pièce, s'assit à côté de lui. Une démarche déterminée. « Antoine, il y a 3 siècles, tu as promis de me chercher dans chaque vie, et tu as accompli. Tu es revenu. Je suis revenu. Nous nous sommes retrouvés, et cette fois, il n'y a pas de vice-roi, pas d'exécution, pas de règles qui nous séparent. Une libération. Mais s'il y a autre chose, accident, maladie, destin, une incertitude persistante. Élodie prit le visage d'Antoine entre ses mains, le regarda dans les yeux. Un regard plein d'amour. Alors aimons pendant que nous le pouvons. Et si la mort vient, promettons de nouveau. Et retrouvons-nous dans la prochaine vie. Et dans la prochaine, jusqu'à ce que finalement l'univers nous laisse en paix, un engagement total. Antoine sentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui. La dernière résistance, la dernière peur, un lâcher-prise. Et pour la première fois en 3 siècles, il se permit d'aimer sans peur, une acceptation profonde. Il attira Élodie dans ses bras, l'embrassa, pas comme des étrangers, mais comme des âmes qui s'étaient embrassées 1000 fois en 1000 vies. Une connexion instinctive. Et quand ils se séparèrent, il murmura les mots qu'Antoine avait promis il y a 3 siècles. « Je t'ai cherché dans chaque vie, et finalement, je t'ai trouvé. » Élodie répondit avec les mots qu'Élodie de Mendoza avait promis en 1725. « Je t'ai attendu dans chacune, et te voilà. » Et 300 ans d'attente prirent enfin fin. Une fin heureuse. Cette histoire ne devrait pas exister. 2 noms identiques séparés par 300 ans, un médaillon qui a traversé les siècles. 2 souvenirs identiques révélés sous hypnose, 2 cicatrices au même endroit, et un amour que la mort n'a pas pu effacer. Mais elle existe et doit être racontée. Une histoire extraordinaire. Antoine savait qu'il y avait encore une chose qu'il devait faire, une preuve finale, quelque chose qui ne laisserait aucun doute, une nécessité impérieuse. Il devait trouver des preuves historiques, la véritable histoire. Le lundi suivant, Antoine se rendit aux Archives nationales à Paris, le bâtiment qui conserve les documents historiques depuis l'époque royale. Une quête de vérité. Il demanda l'accès aux registres de 1725, spécifiquement les registres des exécutions militaires. Une recherche précise. La bibliothécaire le conduisit à une salle de documents anciens, demanda ce qu'il cherchait exactement. Une aide précieuse. Antoine Navarro, soldat, exécuté en juillet 1725. Une requête claire. La bibliothécaire fronça les sourcils, revint 15 minutes plus tard avec 3 livres de registres, reliés en cuir ancien, pages jaunies, des reliques du passe. Antoine ouvrit le premier livre, tourna page par page. Rien. Une déception. Le deuxième livre. La moitié. Rien. Le désespoir commençait à se faire sentir. Et puis, à la page 123 du deuxième livre, il trouva un espoir renaissant. Antoine Navarro Sanchez, soldat de la garde royale, exécuté par un peloton d'exécution le 15 juillet 1725. Accusation. Relation interdite avec Élodie de Mendoza, fille du comte Antoine de Mendoza. Sentence approuvée par le comte lui-même. La confirmation. Les mains d'Antoine tremblaient. Il prit une photo du document avec son téléphone. Et puis, il demanda à la bibliothécaire, « Existe-t-il un registre d'Élodie de Mendoza ?» La femme revint avec un autre livre. Des registres de naissance et de décès de la noblesse coloniale. Antoine feuilleta. Et à la page 87, il trouva Élodie Marie de Mendoza et Castillo, née le 3 mars 1703, fille unique
du vice-roi Don Antoine de Mendoza, décédé le 23 octobre 1725. Cause, complications lors de l'accouchement, bébé également décédé. Il n'y a aucun registre du père de l'enfant. Antoine dut s'asseoir, parce que tout était là. Chaque détail, chaque nom, chaque date, tout exactement comme il l'avait vu lors des séances d'hypnose. Didier Navarro exécuté le 15 juillet, Élodie de Mendoza morte le 23 octobre, 3 mois plus tard, exactement comme Élodie l'avait vu dans la régression. Ce n'était pas de la fantaisie, ce n'était pas de l'imagination, c'était une histoire vraie, documentée, archivée. Antoine remercia la bibliothécaire, sortit des archives et appela Élodie. « J'ai besoin que tu viennes avec moi. Maintenant. » « Où ça ? » « Au Musée national d'histoire, au Louvre. » Pourquoi ? Parce que si Didier et Élodie ont existé, si c'était bien ceux que nous pensions qu'ils étaient, alors il pourrait y avoir autre chose. Quelque chose qui le prouve une fois pour toutes. 1 heure plus tard, Antoine et Élodie étaient au Musée national d'histoire, un des plus grands musées de Paris, des dizaines de salles, des milliers d'artefacts de l'époque. Ils cherchèrent pendant 2 heures, salle par salle, tableau par tableau, artefact par artefact. Et puis, dans la salle 23, section des portraits de la noblesse vice-royale, ils trouvèrent un portrait grand, huile sur toile, daté de 1724. La plaque disait « Portrait d'Élodie de Mendoza, fille du vice-roi Don Antoine de Mendoza, peintre inconnu, 1724 ». Élodie de Mendoza était peinte dans un jardin, robe blanche, cheveux lâchés, et à côté d'elle, partiellement visible dans l'ombre, un homme en uniforme militaire. Élodie Morales fit un pas en avant, regarda le tableau et se figea, parce que le visage de la femme sur le tableau était identique au sien, mêmes yeux, même forme de visage, même trait, et l'homme dans l'ombre. Antoine reconnut le profil, c'était lui. Exactement lui. Il s'approcha du tableau, regarda de plus près et vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Sur l'épaule gauche de la femme peinte, partiellement visible par la robe décolletée, il y avait une marque, une cicatrice, en forme de croissant de lune, la même qu'Élodie Morales avait, la même qu'Antoine avait, et dans le coin inférieur du tableau, ne presque invisible, il y avait une inscription en lettres minuscules. Didier et Élodie, amour éternel. 1724. Élodie se mit à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement, de certitude absolue, de validation, parce que là était la preuve. La preuve qu'aucun sceptique ne pourrait nier. Un portrait de 3 siècles, avec leur visage, avec leurs cicatrices, avec leur nom. Antoine la prit dans ses bras et tous les deux restèrent là, devant le tableau, à pleurer, parce que 3 siècles auparavant, Didier et Élodie avaient posé pour ce portrait, 1 an avant l'exécution, 1 an avant la tragédie, et maintenant, 3 siècles plus tard, Antoine et Élodie voyaient la preuve qu'ils avaient existé, qu'ils s'étaient aimés, que la promesse était réelle. Y croirais-tu si tu voyais un portrait de 3 siècles avec ton visage, avec tes marques, avec ton nom? Croirais-tu que tu as déjà vécu auparavant? Antoine prit une photo du tableau, du document historique, de tout, parce qu'il savait que le monde douterait, que les gens appelleraient ça une coïncidence, une fraude, de la folie. Mais il s'en fichait, parce qu'il avait toutes les preuves dont il avait besoin, les noms identiques, le médaillon avec la date, les séances d'hypnose avec des souvenirs identiques, les documents historiques confirmant les décès et maintenant le portrait, un portrait qui montrait que Didier et Élodie n'étaient pas seulement de l'histoire, ils étaient réels. Cette nuit-là, Antoine prit la décision la plus importante de sa vie. Il réunit toute sa famille, ses parents, ses 2 ex-femmes, ses amis les plus proches, tous à un dîner dans l'hôtel particulier, et devant tout le monde. Il présenta Élodie, non pas comme femme de ménage, mais comme la femme qu'il aimait. Il y eut un silence.
des regards de jugement. Sa mère lui murmura « C'est une femme de ménage, Antoine. Tu es le PDG d'un groupe hôtelier. Ça ne marchera pas. » Antoine regarda sa mère et dit quelque chose qui silencia la salle entière. 3 siècles auparavant, j'étais un simple soldat et elle était la fille d'un vice-roi. Et son père m'a condamné à mort parce que nous avons franchi les barrières de classe sociale. Dans cette vie, je ne commettrai pas la même erreur. Élodie n'est pas une femme de ménage, c'est mon âme sœur. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors vous n'avez pas besoin d'être dans ma vie. Sa mère cligna des yeux. Surprise? Tu es sérieux? Complètement sérieux. Je l'aime et je vais l'épouser, avec ou sans votre approbation. Il y eut des murmures, des jugements, mais Antoine s'en fichait, parce qu'en 1725, il avait été lâche, il avait caché son amour, il avait permis à la société de les séparer. Dans cette vie, il choisirait différemment. 2 semaines plus tard, Antoine demanda Élodie en mariage, pas avec une bague de diamants, mais avec le médaillon de 1725, avec la promesse gravée: je te chercherai dans chaque vie, je t'attendrai toujours. Élodie dit oui, pas parce qu'elle avait besoin de sécurité financière, pas parce qu'elle voulait un statut social, mais parce que 3 siècles auparavant, elle avait fait une promesse. Et maintenant, enfin, elle pouvait la tenir. Ils se marièrent 3 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie intime, au Louvre, dans le même jardin où, 3 siècles auparavant, Didier et Élodie s'étaient dit au revoir pour la dernière fois. Le docteur Reyes était là, témoin, toujours en train de traiter l'impossible qu'elle avait vu dans son cabinet. Et quand le maire demanda « Antoine Tremblay, acceptez-vous Élodie Morales comme épouse ?» Antoine répondit « J'accepte, dans cette vie et dans toutes celles à venir. » Et quand il demanda à Élodie « Élodie Morales, acceptez-vous Antoine Tremblay comme époux ?» Élodie répondit, les larmes aux yeux, « J'accepte. 3 siècles à attendre. Et finalement, j'accepte. » Ils s'embrassèrent. Et au moment où leurs lèvres se touchèrent, tous les deux ressentirent quelque chose d'impossible. Pendant une seconde, ce n'était plus Antoine et Élodie. C'était Didier et Élodie, dans le jardin, en 1725, avant l'exécution, avant la tragédie, et la promesse, faite 3 siècles auparavant sous les étoiles coloniales, se réalisait enfin, aujourd'hui, 5 ans après ce mariage. Antoine et Élodie vivent ensemble dans l'hôtel particulier au Marais. Élodie n'est plus femme de ménage. Elle est copropriétaire du groupe hôtelier d'Antoine. Non pas parce qu'il le lui a donné, mais parce qu'ils l'ont construit ensemble. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Antoine a initié Élodie à la gestion hôtelière. Élodie, elle, a apporté une perspective qu'il n'avait jamais eue. La perspective de quelqu'un qui a travaillé comme femme de ménage, qui savait ce dont les employés avaient vraiment besoin, qui comprenait la dignité. Ensemble, ils ont transformé le groupe hôtelier, pas seulement en termes de rentabilité, mais en termes d'humanité. Tous les hôtels offrent désormais des salaires décents, des avantages sociaux complets, un traitement respectueux, parce qu'Élodie n'a jamais oublié d'où elle venait, et Antoine n'a jamais oublié que dans une autre vie, il était le pauvre, et elle, la riche. Les positions s'étaient inversées à travers le temps. Mais l'amour, lui, est resté constant. Ils ont eu 2 enfants, Gabin et Léonie, des noms choisis avec intention. Gabin pour le soldat qui avait promis de revenir, Léonie pour Élodie de Mendoza qui avait promis d'attendre. Et Antoine, parfois, les regarde et se demande si Gabin est le bébé qu'ils ont perdu en 1725, qui revient, qui leur donne une seconde chance. Impossible de le savoir, mais possible de le ressentir. Et quand il serre Gabin dans ses bras, il a l'impression de tenir quelque chose qu'il a perdu il y a 3 siècles, quelque chose qui est enfin revenu. Élodie ressent la même chose. Quand elle allaite Léonie, elle a parfois des flashs, des visions d'une autre époque, un autre bébé, qui n'a pas
survécu. Et elle a l'impression que cette fois, l'univers lui a donné une seconde chance d'être mère, une chance de réparer ce qui lui a été enlevé il y a 3 siècles. Le médaillon repose désormais dans une vitrine dans le salon, à côté du portrait que le musée a autorisé à reproduire. Gabin et Élodie, 1724, amour éternel. Les visiteurs de l'hôtel particulier demandent toujours des explications sur le portrait, sur le médaillon. Et Antoine et Élodie racontent l'histoire, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour se rappeler combien il leur a coûté d'arriver ici. 3 siècles, une exécution, une mort en couche, 3 vies perdues en 1725. Gabin, Élodie et le bébé qui n'a jamais respiré. Mais la promesse a survécu, gravée dans l'argent, marquée sur la peau, gardée dans des âmes qui ont refusé d'oublier. Le docteur Dubois est devenu une amie proche de la famille. Elle a écrit un article sur le cas, sans nom, mais avec tous les détails. 2 patients, même souvenir, même date, documentation historique confirmant tout. L'article a été publié dans une revue de parapsychologie et a généré un débat international. Les sceptiques ont dit que c'était une fraude. Les croyants ont dit que c'était la preuve définitive de la réincarnation. Mais Antoine et Élodie ne se sont pas souciés du débat, parce que pour eux, il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit au monde. Il s'agissait de vivre la vérité que leurs âmes connaissaient déjà. Ils n'avaient besoin que l'un de l'autre. 5 ans après leur mariage, Gabin a eu 4 ans et a commencé à dire des choses étranges. Un soir, en regardant le portrait dans le salon, il a pointé du doigt l'homme en uniforme militaire et a dit « C'était moi, avant… » Élodie s'est figée. Antoine s'est figé. « Qu'est-ce que tu as dit, mon chéri ?» Gabin, avec l'innocence d'un enfant de 4 ans, a dit « J'étais soldat. Et toi, tu étais princesse. Et ils m'ont tué parce que… je t'aimais. » Des larmes ont commencé à couler sur le visage d'Élodie, parce que Gabin n'avait jamais entendu l'histoire complète. On ne lui avait jamais parlé de Gabin Navarro et d'Élodie de Mendoza. Il était trop jeune pour comprendre. Mais d'une manière ou d'une autre, il savait. Antoine s'est agenouillé devant son fils, l'a regardé dans les yeux et a vu quelque chose de familier, quelque chose d'ancien, quelque chose qu'il a reconnu. « Comment tu sais ça, Gabin ?» Le garçon a haussé les épaules. « Je sais, c'est tout. Je me souviens du jardin, des étoiles, de toi qui pleurais et de ta promesse de revenir. » Élodie a dû sortir de la pièce parce qu'elle a compris quelque chose de terrifiant et de magnifique à la fois. Gabin n'était pas seulement leur fils, c'était le bébé qu'ils avaient perdu en 1725, qui revenait avec des souvenirs intacts. Antoine a suivi Élodie, l'a trouvée dans la chambre, en train de pleurer. Il est revenu, a-t-elle murmuré. Notre bébé est revenu, 3 siècles plus tard. Il est revenu. Antoine l'a serrée dans ses bras et a pleuré avec elle, parce que la promesse n'était pas seulement entre Gabin et Élodie, elle était entre eux tous, une famille séparée par la mort et réunie à travers le temps. Dans les années qui ont suivi, Gabin a continué à partager des fragments de souvenirs, de petits détails qu'il ne devrait pas connaître, des noms de lieux qui n'existent plus, des mots en vieux français que les enfants modernes n'utilisent pas. Et chaque fois qu'ils partageaient quelque chose, Antoine et Élodie comprenaient plus profondément que cela ne concernait pas seulement eux deux. Il s'agissait de toute une famille à qui l'on donnait une seconde chance, de vivre ce qui leur avait été enlevé il y a 3 siècles. Et tous les soirs, avant de se coucher, Antoine et Élodie regardent les cicatrices l'un de l'autre, en forme de croissant de lune. Épaule gauche, marque d'une promesse qui a traversé 300 ans. Parfois, Antoine trace la cicatrice d'Élodie avec son doigt, lentement, avec révérence, et murmure « Je t'ai retrouvé ». Et Élodie trace sa cicatrice de la même manière, et murmure en retour « Je savais que tu reviendrais ». Ce sont de petits rituels, mais ils signifient tout, parce que ce sont des rappels quotidiens que certaines connexions sont plus profondes que n'importe quelle vie,
que certaines promesses ne meurent pas avec la mort et que l'amour véritable trouve toujours un chemin de retour. Pour leurs anniversaires, ils visitent le château de Versailles, le jardin où ils se sont mariés, le même jardin où Gabin et Élodie se sont dit au revoir pour la dernière fois en 1725. Et debout dans ce jardin, se tenant la main, ils renouvellent leurs promesses. Je te chercherai dans chaque vie, je t'attendrai dans chacune, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils le veulent, parce que s'il y a d'autres vies après celle-ci, ils veulent être sûrs qu'ils se retrouveront. Et encore, jusqu'à ce que le temps perde toute signification et qu'ils puissent enfin se reposer. Ensemble, pour toujours. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà regardé dans les yeux d'un étranger et été absolument certain que ce n'était pas un étranger? Si oui, ce n'est peut-être pas une coïncidence. C'est peut-être une promesse faite il y a longtemps, dans une autre vie, qui attend d'être tenue dans celle-ci. Et si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, quelqu'un que votre âme a reconnu au premier regard, ne le laissez pas partir, parce qu'il pourrait falloir 300 ans pour le retrouver. Antoine a attendu 3 ans, qu'Élodie révèle qu'elle attendait depuis 300 ans. Et quand il a finalement demandé pourquoi elle était restée, la réponse a brisé des siècles de silence. Parce que je t'attendais. 300 ans que je t'attendais. Et cette réponse ne parlait pas de 3 ans de travail dans un hôtel particulier. Elle parlait de 300 ans d'attente qu'une promesse soit tenue. Gabin a promis de revenir dans chaque vie. Élodie a promis d'attendre dans chacune. Et en 2025, finalement, promesse tenue, cette histoire vous a-t-elle touché? Connaissez-vous quelqu'un qui a ressenti une connexion inexplicable avec une autre personne? Quelle histoire d'âme sœur n'avez-vous jamais racontée? Parce que chacun de nous a quelqu'un quelque part. À un moment donné, qui attend, qui promet, qui cherche. Et peut-être, juste peut-être, l'avez-vous déjà rencontré, sans vous en rendre compte. Mais votre âme le sait, elle l'a toujours su. Elle attend simplement que vous vous réveilliez. Comme Antoine s'est réveillé, comme Élodie l'a toujours su. 3 siècles, une exécution, une mort en couche, et une promesse que même la mort n'a pu effacer. Je te chercherai dans chaque vie. Je t'attendrai dans chacune d'elles. Ils l'ont promis en 1725, ils l'ont accompli en 2025. Et si leur histoire prouve quelque chose, c'est que le véritable amour n'a pas de date d'expiration. Il n'a pas de limite de temps, il n'a pas de frontière de vie. Attendez simplement. Et quand le moment est venu, quand les âmes sont prêtes, ils retrouvent le chemin du retour. Ils le retrouvent toujours, toujours.